Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Je n'avais vraiment pas le temps. Et là, je n'ai pas trop le temps. Je le vole. Voilà. Je me vole du temps à moi-même. Formidable. Pour lire. Non, parce que j'avais quelques lectures en avance. Mais une lecture, vraiment, on n'entendait pas très bien. d'Anna Karenine. Alors, je recommence. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Je vais tenter une chanson, peut-être. On verra. Merci. J'espère que vous allez bien. Chapitre 18 de la deuxième partie. Si la vie intérieure de Vronsky appartenait toute à sa passion, sa vie extérieure suivait son cours immuable, oscillant entre les devoirs mondains et les obligations de service. Le régiment jouait un grand rôle dans son existence, tout d'abord parce qu'il l'aimait, et plus encore parce qu'il y était aimé. Non seulement on l'y aimait, mais on le respectait. On était fiers de voir un homme si riche, si instruit, si bien doué, placer les intérêts de son régiment et de ses camarades au-dessus des succès d'amour-propre et de vanité auxquels il pouvait prétendre. Vronsky se rendait compte des sentiments qu'il inspirait et se croyait tenu de les entretenir. D'ailleurs, le métier militaire lui plaisait. Il va sans dire qu'il ne parlait à personne de son amour. Aucun mot imprudent ne lui échappait au cours des beuveries les plus prolongées. D'ailleurs, il ne s'enivrait jamais au point de perdre le contrôle de lui-même. Et il savait clore le bec aux indiscrets qui se permettaient la moindre allusion à ses affaires de cœur. Elles étaient pourtant la fable de la ville. Tout le monde soupçonnait plus ou moins son roman avec Madame Karénine. La plupart des jeunes gens enviaient précisément ce qui lui pesait le plus dans cette liaison, la haute position du mari, qui en faisait un événement mondain. La plupart des jeunes femmes, jalouses d'Anna qu'elles étaient lasses d'entendre toujours traiter de juste, voyaient sans déplaisir leurs prédictions vérifiées et n'attendaient que la sanction de l'opinion publique pour l'accabler de leur mépris. Elle tenait déjà en réserve la boue qu'elle lui jetterait quand le moment serait venu. Les personnes d'âge mûr et celles d'un rang élevé redoutaient un scandale et se montraient mécontentes. La comtesse Vronsky avait d'abord appris avec une joie malicieuse les amours de son fils. Rien, à l'entendre, ne formait mieux un jeune homme qu'une liaison dans le grand monde. Elle n'était pas fâchée que cette Madame Karénine, qui lui avait tant plu et ne parlait que de son enfant, ait fini par sauter le pas, ainsi qu'il sied à toutes les jolies femmes de son rang. Mais cette indulgence cessa dès qu'elle sut qu'Alexis, pour ne pas s'éloigner de sa maîtresse, avait refusé un avancement important, ce dont on lui gardait rancune en haut lieu. Elle s'était aussi laissé dire que, loin d'être le brillant caprice qu'elle aurait approuvé, cette passion tournait au tragique, à la perdeur, et risquait de faire commettre à son fils force sottises. Comme elle n'avait pas revu celui-ci depuis son brusque départ de Moscou, elle le prévint par son frère aîné qu'elle désirait sa visite. Ce frère ne cachait pas non plus son mécontentement, non qu'il s'inquiétât de savoir si l'amour de son cadet était profond ou éphémère, calme ou passionné, innocent ou coupable. Lui-même, bien que père de famille, entretenait une danseuse et n'avait pas le droit de se montrer sévère. Mais sachant que cet amour déplaisait à qui de droit, il ne pouvait que blâmer Alexis. Entre son service et ses relations mondaines, Vronsky consacrait une partie de son temps à une seconde passion, celle des chevaux. Les officiers organisaient cette année-là des courses d'obstacles. Il s'était fait inscrire et avait acheté une jument anglaise pur sang. Malgré son amour, et bien qu'il y mît de la réserve, ces courses avaient pour lui un très grand attrait. Les deux passions ne se nuisaient d'ailleurs point. Il fallait à Vronsky, en dehors d'Anna, un entraînement quelconque pour le reposer, le distraire des émotions violentes qui l'agitaient. Chapitre 19. Le jour des courses de Krasnoïe Selo, Vronsky vint, plus tôt que d'habitude, manger un beefsteak aux messes des officiers. Il n'était pas trop rigoureusement tenu à restreindre sa nourriture, son poids répondant aux 72 kilos de rigueur. Mais il ne devait pas non plus engraisser et s'abstenait en conséquence de sucre et de farineux. Les coudes sur la table, la tunique déboutonnée laissant voir son gilet blanc, il semblait plongé dans la lecture d'un roman français ouvert sur son assiette, mais il ne prenait cette attitude que pour se dérober aux conversations des allants et venants. Sa pensée était ailleurs.
Il songeait au rendez-vous que lui avait donné Anna après les courses. Ne l'ayant point vue depuis 3 jours, il se demandait si elle pourrait tenir sa promesse, car son mari venait de rentrer d'un voyage à l'étranger. Comment s'en assurer? Il s'était vu pour la dernière fois à la villa de Betsy, sa cousine, car il ne fréquentait guère celle des Karénines. C'était pourtant là qu'il projetait maintenant de se rendre et il cherchait pour s'y présenter un prétexte plausible. « Je dirais que Betsy m'a chargé de lui demander si elle compte venir aux courses. »« Oui, certainement, j'irai, décida-t-il. » Et son imagination lui peignit avec tant de vivacité le bonheur de cette entrevue que son visage, soudain redressé, rayonna de joie. « Fais dire chez moi qu'on attelle au plus tôt la calèche, dit-il au garçon qui lui apportait son beefsteak sur un plat d'argent. Il attira le plat à lui et se mit à manger. De la salle de billard voisine, on entendait monter parmi le choc des billes un bruit de voix mêlé à des éclats de rire. 2 officiers se montrèrent à la porte. L'un, tout jeune, au visage poupin, récemment sorti du corps des pages, l'autre, gras et vieux, avec de petits yeux lourds de graisse et un bracelet au bras. Vronsky coula vers eux un clin d'œil ennuyé et, reportant ses regards sur son livre, fit semblant de ne les point remarquer. « Ah bah, tu prends des forces, dit le gros officier en s'asseyant près de lui. Comme tu vois, répondit Vronsky d'un ton maussade et sans lever les yeux. Tu ne crains pas d'engraisser, continua le bonhomme en avançant une chaise à son jeune camarade. Tu dis demanda Vronsky de plus en plus bourru et sans dissimuler une grimace d'aversion. Tu ne crains pas d'engraisser? Garçon de Xérès, cria Vronsky sans lui répondre et après avoir transporté son livre de l'autre côté de l'assiette, il se replongea dans sa lecture. Le gros officier prit la carte des vins, la tendit au plus jeune et dit en le regardant « Vois donc ce que nous pourrions boire. »« Du vin du Rhin, si tu veux, répondit l'autre qui, tout en lissant son imperceptible moustache, posait sur Vronsky un regard pas très assuré. Voyant que celui-ci ne bougeait pas, il se leva. « Retournons dans la salle de billard, proposa-t-il. Le gros officier le suivit docilement. Ils allaient sortir quand apparut un superbe gaillard, le capitaine Yashvin. Il ne leur accorda qu'un salut condescendant et s'en fut tout droit à Vronsky. « Ah, le voilà !» s'écria-t-il en laissant tomber vigoureusement sa grosse main sur l'épaule du jeune homme. Celui-ci se retourna d'un air mécontent, mais son visage reprit aussitôt l'expression de sérénité qui lui était habituelle. « Bravo, Alexis !» baritonna le capitaine. « Mange un morceau et avale un petit verre. » « C'est que je n'ai guère faim. »« Reluque-moi les inséparables, reprit Yashvin, avec un regard ironique vers les 2 officiers qui s'éloignaient. Et il s'assit près de Vronsky en pliant fortement ses grandes jambes moulées dans sa culotte de cheval et trop longue pour la hauteur des chaises. « Pourquoi n'es-tu pas venu hier au théâtre de Krasnoïe? La Numerov ne joue vraiment pas mal. Où étais-tu donc? »« Je me suis attardé chez les Tverkoï. »« Ah oui. » Ivrogne, débauché, dénué de principes, ou plutôt pourvu de principes uniquement immoraux, Yashvin était au régiment le meilleur camarade de Vronsky. Celui-ci admirait sa force physique exceptionnelle, dont il faisait surtout preuve en buvant comme une outre et en se passant au besoin de sommeil. Il n'admirait pas moins la force morale qui lui valait la considération quelque peu inquiète de ses chefs et de ses camarades et lui permettait de risquer au jeu, même après les plus fortes ribottes, des dizaines de milliers de roubles avec un calme et une présence d'esprit si imperturbables qu'on le tenait au club anglais pour le premier des joueurs. En outre, Vronsky se sentait aimé de Yashvin pour lui-même et non point pour son nom ni pour sa richesse. Voilà pourquoi il lui portait une affection sincère. Voilà pourquoi il eût voulu l'entretenir, et lui seul, de son amour, convaincu qu'en dépit du mépris qu'il affectait pour tout sentiment, Yashvin seul pouvait comprendre la profondeur de cette passion. Yashvin seul n'en ferait point un sujet de médisance. Sans lui en avoir jamais soufflé mot, il lisait dans ses yeux que Yashvin savait tout et prenait la chose avec le sérieux voulu. « Ah oui, dit le capitaine. » Un éclair brilla dans ses yeux noirs, tandis qu'obéissant à un tic familier, il ramenait d'une main nerveuse le bout gauche de sa moustache entre ses lèvres. « Et toi, qu'as-tu fait de ta soirée? As-tu gagné? »« 8 000 roubles, dont 3 qui ne rentreront peut-être pas. »« Alors je puis te faire perdre sans remords, dit en riant Vronsky, sachant que Yashvin avait parié sur lui une forte somme. »« Je n'entends pas perdre, seule ma cotine est à craindre. » Et l'entretien s'engagea sur les courses, le seul sujet qui put en ce moment intéresser Vronsky. « Eh bien, j'ai fini, dit enfin celui-ci, nous pouvons partir. » Il se dirigea vers la porte, Yashvin se leva en étirant son long dos et ses longues jambes.
Je ne puis dîner de si bonne heure, mais je vais boire quelque chose. Je te suis. Oh là, du vin, cria-t-il de sa voix tonnante qui faisait trembler les vitres et n'avait pas sa pareille pour lancer les commandements. Non, inutile, cria-t-il aussitôt après. Puisque tu rentres chez toi, je t'accompagne. Les sortirent de compagnie. Chapitre 20. Vronsky occupait au camp une chaumière finnoise vaste et propre, divisée en deux par une cloison. Tout comme à Pétersbourg, il avait pour commensal Petritsky. Celui-ci dormait quand Vronsky et Yashvin entrèrent. « Assez dormi comme cela, lève-toi » dit Yashvin en allant secouer le dormeur par l'épaule derrière la cloison où il était couché, la chevelure en désordre et le nez dans l'oreiller. Petritsky sauta sur ses genoux et promena autour de lui des regards mal éveillés. « Ton frère est venu, dit-il à Vronsky. Il m'a réveillé, l'animal, pour me dire qu'il reviendrait. » Là-dessus, il se rejeta sur l'oreiller en ramenant sur lui la couverture. « Laisse-moi tranquille, voyons » cria-t-il avec colère à Yashvin qui faisait mine de lui retirer sa couverture. Puis se tournant vers lui en ouvrant définitivement les yeux, « Tu ferais mieux de me dire ce que je devrais boire pour m'ôter de la bouche cette atroce amertume. »« De l'eau de vie ! Qu'est-ce qu'il y a de meilleur ? C'est ce qu'il y a de meilleur » claironna Yashvin. « Teretchenko vit de l'eau de vie et des concombres à ton maître » commanda-t-il en prenant un plaisir évident en roulade de sa voix tonitruante. « De l'eau de vie, tu crois ?» demanda Petritsky en se frottant les yeux. « Si tu en prends, je suis ton homme. Et toi, Vronsky, nous tiendras-tu compagnie ?» En quittant son lit, il s'avança, enveloppé d'une couverture tigrée, les bras en l'air, fredonnant, en français. « Il était un roi de Thule. »« Eh bien, Vronsky, répéta-t-il, nous tiendras-tu compagnie, oui ou non ?»« Va te faire fiche, répondit Vronsky, à qui son domestique tendait sa redingote. « Où comptes-tu aller ?» demanda Yashvin en voyant approcher de la maison une calèche attelée de 3 chevaux. « À l'écurie et de là chez Briansky avec qui j'ai une affaire à régler. » Il avait en effet promis à Briansky, qui demeurait à diverses de Peterhof, de venir lui régler un achat de chevaux et espérait avoir le temps de passer chez lui. Mais ses camarades comprirent aussitôt qu'il allait encore ailleurs. Tout en chantonnant, Petritsky cligna de l'œil et fit une moue qui signifiait « Nous savons ce que Briansky veut dire. » Ne t'attarde pas, se contenta de dire Yashvin. Et pour rompre les chiens, « À propos, et mon Rouen, fait-il ton affaire ?» demanda-t-il en examinant par la fenêtre le limonier qu'il avait cédé à Vronsky. Au moment où celui-ci allait sortir, Petritsky l'arrêta en criant « Attends donc, ton frère m'a laissé une lettre et un billet pour toi. Où diantre les ai-je fourrés ? » « Eh bien, voyons, où sont-ils ?»« Où ils sont, c'est justement la question, déclama Petritsky en posant le doigt sur son front. « Fini, voyons, c'est agaçant, dit Vronsky en souriant. « Je n'ai pas fait de feu dans la cheminée, ils doivent être là, quelque part. Trêve de plaisanterie, où est la lettre ?»« Ma parole, je n'en sais plus rien. Aurais-je rêvé par hasard ? Attends, ne te fâche pas. Si tu avais vidé 4 bouteilles comme je l'ai fait hier au soir, tu perdrais toi aussi la notion des choses. Attends, je vais tâcher de me rappeler. » Et Petritsky retourna derrière sa cloison et se laissa tomber sur son lit. Voyons, c'est ainsi que j'étais couché, et lui se tenait là. Oui, m'y voilà. Il tira la lettre de dessous son matelas. Vronsky prit la lettre qu'accompagnait un billet de son frère. C'était bien ce qu'il supposait. Sa mère lui reprochait de n'être pas venue la voir, et son frère désirait l'entretenir d'urgence. « De quoi se mêle-t-il » murmura-t-il, et froissant les 2 papiers, il les glissa entre les boutons de sa tunique dans l'intention de les relire en route plus à loisir. Il se heurta dans l'entrée à 2 officiers dont l'un appartenait à un autre régiment, car on prenait volontiers son logis pour lieu de réunion. « Où vas-tu » dit l'un d'eux. « À Peterhof pour affaire. Ton cheval est-il arrivé à Tsarskoye ? Oui, mais je ne l'ai pas encore vu. On prétend que Gladiator, le cheval de ma cotine, boite. »« Des blagues, dit l'autre officier. Mais comment ferez-vous pour courir par une boue pareille ? » « Ah ah, vous venez me sauver la vie » s'écria, en voyant entrer les nouveaux venus, Petritsky, à qui son ordonnance offrait sur un plateau des concombres et de l'eau de vie. « Comme vous voyez, Yashvin me fait boire pour me rafraîchir les idées. »« Savez-vous que vous nous avez fait passer une nuit blanche » dit l'un des officiers. « Eh oui, ma foi, tout s'est terminé en musique. Volkov a grimpé sur le toit et nous a annoncé de là qu'il avait du vague à l'âme. Si nous faisions un peu de musique, ai-je proposé. Une marche funèbre. Et au son de la marche funèbre, il s'est endormi sur son toit. « Prends donc ton eau de vie et par là-dessus de l'eau de sels avec beaucoup de citron, dit Yashvin, encourageant Petritsky comme une maman qui veut faire avaler une médecine à son enfant.
Après cela, tu pourras te permettre une bouteille de champagne. J'aime mieux ça. Attends un peu. Vronsky, tu vas boire avec nous? Non, messieurs, adieu, je ne bois pas aujourd'hui. Tu crains de t'alourdir? Eh bien, nous nous passerons de toi. Vite de l'eau de sel, c'est du citron. Vronsky, cria quelqu'un comme celui-ci sortait. Qu'y a-t-il? Tu devrais te faire couper les cheveux, ils te donnent trop de poids. Une calvitie précoce affligeait Vronsky. Il sourit de la plaisanterie et, avançant sa casquette sur son front pour cacher l'endroit fatal, il sortit et monta en calèche. « À l'écurie » commanda-t-il. Il allait prendre ses lettres pour les relire, mais à la réflexion, il préféra ne pas se laisser distraire et remit sa lecture après la visite de l'écurie. Chapitre 21. On avait dû amener dès la veille le cheval de Vronsky dans l'écurie provisoire, baraque en planches édifiée en hâte à proximité du champ de course. Comme depuis quelques jours, il laissait à l'entraîneur le soin de la promener. Vronsky ne savait trop dans quel état il allait trouver sa monture. Dès qu'il vit la calèche approcher, le lad appela l'entraîneur. Celui-ci, un Anglais efflanqué, une touffe de poil au menton, en jaquette courte et bottes à l'écuyère, vint au-devant de son maître, de cette démarche niaise et dandinante, les coudes écartés, habituels au jockey. « Comment va Froufrou » demanda Vronsky en anglais. « All right, sir » répondit l'anglais du fond de la gorge. « Mieux vaut ne pas entrer » ajouta-t-il en soulevant son chapeau. « Je lui ai mis une muselière, cela l'agite. Si on l'approche, elle s'énervera. J'irai tout de même, je veux la voir. » « Allons alors, consentit à contre-cœur l'anglais, toujours sans ouvrir la bouche. Et de son pas dégingandé, les bras toujours ballants, il prit les devants en jouant des coudes. Ils entrèrent dans la petite cour ménagée devant la baraque. Le lad de service, un garçon bien mis et de bonne mine, les introduisit, balai en main. 5 chevaux occupaient l'écurie, chacun dans sa stalle. Celui de Makotine, le concurrent le plus sérieux de Vronsky. Gladiator, un robuste alezan, devait être là. Vronsky, qui ne le connaissait pas, était plus curieux de le voir que de voir son propre cheval. Mais les règles des courses lui interdisaient de se le faire montrer et même de poser la moindre question à son sujet. Tandis qu'il suivait le couloir, le lad ouvrit la porte de la seconde stalle de gauche et Vronsky entrevit un vigoureux alezan à balzane blanche. Il devina que c'était Gladiator, mais se retourna aussitôt du côté de Froufrou comme il se fût détourné d'une lettre ouverte qui ne lui aurait pas été adressée. « C'est le cheval de je n'arrive pas à prononcer ce nom-là, » jeta l'anglais par-dessus l'épaule en désignant de son pouce à l'ongle crasseux la stalle de Gladiator. « De Makotine. »« Oui, c'est mon seul adversaire sérieux. »« Si vous le montiez, dit l'anglais, je parierais pour vous. Froufrou est plus nerveuse. »« Celui-ci est plus résistant, » répondit Vronsky en souriant de l'éloge. « Dans les courses d'obstacles, reprit l'anglais, tout est dans l'art de monter, dans le pluck. Le pluck, c'est-à-dire l'énergie et l'audace. Vronsky n'en manquait certes pas, il le savait, et ce qui valait encore mieux, il était fermement convaincu que personne ne pouvait en avoir plus que lui. « Et vous êtes sûr qu'une forte transpiration n'était pas nécessaire ?»« Très sûr, répondit l'anglais. « Ne parlez pas haut, je vous en prie, la bête s'énerve, ajouta-t-il avec un signe de tête du côté de la stalle fermée où l'on entendait piétiner le cheval sur la litière. Il ouvrit la porte et Vronsky pénétra dans le box qu'éclairait faiblement une petite lucarne. Un cheval bai, avec une muselière, y foulait nerveusement la paille fraîche. Quand ses yeux furent habitués à la pénombre du box, Vronsky scruta une fois de plus d'un regard machinal toutes les formes de son cheval favori. Froufrou était une bête de taille moyenne et d'une conformation un peu défectueuse. Elle avait les membres grêles, la poitrine étroite en dépit du poitrail saillant, la croupe légèrement ravalée, les jambes, surtout celles de derrière, un peu cagneuses et pas très musclées. Bien que l'entraînement lui eût fait perdre son ventre, elle n'en avait pas moins la poitrine très profonde. Vus de face, ses canons semblaient de vrais fuseaux. Vus de côté, au contraire, ils paraissaient très larges. Malgré ses flancs creux, elle était un peu longue de corsage, mais une grande qualité palliait tous ses défauts. Elle avait du sang, ce sang qui se révèle, comme disent les Anglais. Ses muscles, très développés sous un réseau de veines qui courait le long d'une peau fine, souple et lisse comme du satin, paraissaient aussi durs que de l'os. Sa tête sèche, aux yeux saillants, brillants et gais, s'élargissait en naseaux ouverts et roses à l'intérieur.
C'était une de ces bêtes auxquelles la parole ne semble manquer que par suite d'un mécanisme incomplet de leur bouche. Tout au moins Vronsky eut le sentiment d'être compris par elle tandis qu'il la contemplait. Dès qu'il fut entré, elle renâcla, cligna si fort un œil que le blanc s'injecta de sang et jeta de l'autre un regard en arrière vers les arrivants, en cherchant à secouer sa muselière et en se balançant d'un pied sur l'autre. « Vous voyez comme elle est nerveuse, dit l'anglais. « Oh, ma belle, oh !» fit Vronsky en s'approchant pour la calmer. Plus il avançait, plus elle s'énervait. Mais quand il fut à la hauteur de sa tête, elle se calma soudain et ses muscles tressaillirent sous son pied délicat. Vronsky caressa son cou puissant, remit à sa place une mèche de crinière qu'elle avait rejetée de l'autre côté de l'encolure et approcha son visage des naseaux dilatés et ténus comme une aile de chauve-souris. Elle respira bruyamment, vibra, coucha l'oreille et étendit vers lui son puissant museau noir comme pour le saisir par la manche. Mais empêchée par la muselière, elle la secoua tandis que, de ses jambes faites au moule, elle reprenait de plus belle son piétinement. « Calme-toi, ma belle, calme-toi, » lui dit Vronsky en la flattant sur la croupe. Il quitta le box dans la conviction rassurante que son cheval était en parfait état. L'agitation de la jument s'était communiquée à son maître. Le sang affluait au cœur de Vronsky. Il éprouvait, lui aussi, le besoin de remuer et de mordre, sensation troublante et amusante à la fois. « Eh bien, je compte sur vous, dit-il à l'anglais, à 6h30 sur la piste. All right. Mais où allez-vous, my lord? Demanda l'anglais en se servant du titre de lord qu'il n'employait presque jamais. La hardiesse de cette question surprit Vronsky. Il leva la tête et regarda l'anglais comme il savait le faire, non dans les yeux, mais en plein front. Il comprit aussitôt que l'entraîneur ne lui avait pas parlé comme à son maître, mais comme à un jockey. « J'ai besoin de voir Briansky, répondit-il. Je serai de retour dans 1 heure. Combien de fois m'aura-t-on posé cette question aujourd'hui, songea Vronsky. Et, ce qui lui arrivait rarement, il rougit sous le regard scrutateur de l'anglais. Comme s'il savait où allait son maître, celui-ci reprit. « L'essentiel est de garder son calme. Ne vous faites pas de mauvais sang. Évitez les contrariétés. »« All right, » répondit Vronsky en souriant. Et sautant dans sa calèche, il se fit conduire à Peterhof. Cependant, le ciel qui menaçait depuis le matin s'assombrit tout à fait. Une violente averse se mit à tomber. « C'est fâcheux, » se dit Vronsky en levant la capote de la calèche. « Le terrain était déjà lourd, ce sera maintenant un marais. » Il profita de ce moment de solitude pour relire les fameuses lettres. C'était toujours la même chose. Sa mère, comme son frère, trouvait bon de s'immiscer dans ses affaires de cœur. Cette façon d'agir provoquait en lui une irritation insolite. Que leur importe? À quoi tend cette agaçante sollicitude? Ils sentent probablement qu'il y a là quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre. Si c'était une vulgaire liaison mondaine, ils me laisseraient tranquille. Mais ils devinent que la bagatelle n'a rien à voir ici, que cette femme m'est plus chère que la vie. Voilà ce qui les dépasse et qui par conséquent les irrite. Quel que soit notre sort, c'est nous qui l'avons fait et nous ne le regrettons pas, songeait-il en s'unissant à Anna dans le mot « nous ». Ils veulent à tout prix nous apprendre à vivre, eux qui n'ont aucune idée de ce qu'est le bonheur. Ils ne savent pas que, sans cet amour, il n'y aurait pour nous ni joie ni douleur en ce monde, la vie n'existerait plus. Au fond, ce qui l'irritait le plus contre les siens, c'est que sa conscience lui disait qu'ils avaient raison. Son amour pour Anna n'était pas un entraînement passager destiné, comme tant de liaisons, à disparaître en ne laissant d'autres traces que des souvenirs agréables ou pénibles. Il sentait vivement la fausseté de leur situation, maudissait les obligations mondaines qui les contraignaient pour sauver les apparences, à mener une vie de ruse et de dissimulation, à se préoccuper sans cesse du qu'en dira-t-on, alors que toutes les choses étrangères à leur passion leur étaient devenues parfaitement indifférentes. Ces fréquentes nécessités de feindre lui revinrent vivement à la mémoire. Rien n'était plus contraire à sa nature, et il se rappela le sentiment de honte qu'il avait plus d'une fois surpris dans Anna lorsqu'elle se trouvait, elle aussi, contrainte au mensonge. L'étrange dégoût qui, depuis quelque temps, s'emparait parfois de lui, l'assaillit aussitôt. Pour qui éprouvait-il cette répulsion? Pour Alexis Alexandrovitch? Pour lui-même? Pour le monde entier? Il n'en savait trop rien et n'avait garde de s'y attarder.
Il chassa donc une fois de plus cette impression et laissa ses pensées suivre leur cours. Oui, jadis elle était malheureuse, mais fière et tranquille. Et maintenant, quelque peine qu'elle se donne pour ne pas le faire voir, elle a perdu et son calme et sa dignité. Il faut en finir. Et pour la première fois, l'idée de couper court à cette vie de mensonge lui apparut nette et précise. Assez tergiversée, décida-t-il. Il faut que nous quittions tout, elle et moi, et que, seuls avec notre amour, nous allions nous cacher quelque part. Chapitre 22. L'averse fut de courte durée, et lorsque Vronsky arriva au grand trot de son limonier qui tirait après lui les chevaux de volée galopant à toute bride dans la boue, le soleil, déjà reparu, faisait scintiller des deux côtés de la grande rue les toits des villas, tout ruisselant d'eau, et le feuillage mouillé des vieux tilleuls d'où tombaient des gouttes joyeuses. Vronsky bénissait la pluie. Qu'importait maintenant le mauvais état du champ de course, puisque, grâce à cette ondée, il allait trouver Anna chez elle et très probablement seule, son mari, revenu depuis quelques jours d'une saison aux eaux, ne s'étant pas encore installé à la campagne. Afin d'attirer le moins possible l'attention, Vronsky, comme de coutume, descendit de voiture un peu avant le pont et gagna à pied la villa des Karénines. Il n'eut garde de sonner à la grande porte et fit un détour par les communs. « Monsieur est-il arrivé » demanda-t-il au jardinier. « Pas encore. Mais madame est là. Prenez la peine de sonner à la grande porte, on vous ouvrira. »« Non, je préfère passer par le jardin. » La sachant seule, il voulait la surprendre. Comme il n'avait point promis de venir, elle ne pouvait l'attendre un jour de course. Il releva donc son sabre pour ne pas faire de bruit et s'engagea avec précaution dans le sentier sablé et bordé de fleurs qui menait à la terrasse sur laquelle s'ouvrait de ce côté la villa. Chassant les préoccupations qui l'avaient assiégé en route, il ne pensait plus qu'au bonheur de la voir bientôt en chair et en os et non plus seulement en imagination. Déjà il gravissait le plus doucement possible la pente douce de la terrasse lorsqu'il se rappela ce qu'il oubliait toujours et ce qui constituait le point le plus douloureux de ses rapports avec Anna, la présence de son fils, de cet enfant au regard inquisiteur et, croyait-il, hostile. L'enfant était le principal obstacle à leur entrevue. Jamais en sa présence il ne se permettait un mot qui ne pût être entendu de tout le monde, jamais même la moindre allusion de nature à l'intriguer. Il s'était établi entre eux à ce sujet une sorte d'entente muette. Duper le petit garçon leur eût paru se faire injure à eux-mêmes. Ils causaient donc devant lui comme de simples connaissances. Malgré ses précautions, Vronsky rencontrait souvent le regard perplexe et scrutateur de l'enfant fixé sur lui. Caressant à certaines heures, froid et ombrageux à d'autres, Serge semblait deviner d'instinct qu'il existait entre cet homme et sa mère un lien sérieux et dont la signification lui échappait. Effectivement, le pauvre petit ne savait trop comment se comporter avec ce monsieur. Grâce à la finesse d'intuition propre à l'enfance, il avait deviné que tout en ne parlant jamais de lui, son père, sa gouvernante, sa bonne, éprouvait pour Vronsky une répulsion mêlée d'effroi, tandis que sa mère le traitait comme un ami très cher. Qu'est-ce que cela signifie ? Qui est-ce ? Dois-je l'aimer ? Si je n'y comprends rien, c'est sans doute que je suis méchant ou borné, songeait l'enfant. De là sa timidité, son regard interrogateur et quelque peu méfiant, cette mobilité d'humeur qui gênait tant Vronsky. La présence de ce petit être provoquait invariablement en lui, sans cause apparente, cette étrange nausée qui le poursuivait depuis un certain temps. Elle les rendait tous deux, Anna aussi bien que Vronsky, semblables à des navigateurs auxquels la boussole prouverait qu'ils vont à la dérive sans qu'ils puissent arrêter leur course, car reconnaître cette erreur de direction équivaudrait à reconnaître leur perte. Comme la boussole au nautonnier, cet enfant, au regard naïf, rendait évident à leurs yeux leur éloignement de cette norme qu'ils ne connaissaient que trop bien sans vouloir s'y soumettre. Mais ce jour-là, Anna était absolument seule. Elle attendait sur la terrasse le retour de son fils surpris par la pluie au cours d'une promenade. Elle avait envoyé à sa recherche un domestique et une femme de chambre. Vêtue d'une robe blanche garnie de larges broderies, elle était assise dans un coin, cachée par des plantes, et n'entendit point venir son amant.
La tête penchée, elle appuyait son front sur le métal froid d'un arrosoir oublié sur la balustrade et qu'elle retenait de ses deux mains chargées de bagues si familières à Vronsky. La beauté de cette tête aux cheveux noirs frisés, de ce cou, de ses bras, de tout l'ensemble de la personne causait toujours au jeune homme une nouvelle surprise. Il s'arrêta et la contempla avec transport. Elle sentit d'instinct son approche, et il avait à peine fait un pas qu'elle repoussa l'arrosoir et tourna vers lui son visage brûlant. « Qu'avez-vous ? Vous êtes malade ?» lui demanda-t-il en français tout en s'approchant d'elle. Il aurait voulu courir, mais, dans la crainte d'être aperçu, il jeta vers la porte de la terrasse un regard qui le fit rougir comme tout ce qui lui rappelait que la contrainte et la dissimulation s'imposaient. « Non, je me porte bien, répondit-elle en se levant et en serrant fermement la main qu'il lui tendait. Je ne t'attendais pas. Mon Dieu, quelle main froide. Tu m'as fait peur. Je suis seule et j'attends Serge qui est allé se promener. C'est par ici qu'ils reviendront. Elle affectait le calme, mais ses lèvres tremblaient. Excusez-moi d'être venue, je ne pouvais passer la journée sans vous voir, reprit-il en français, ce qui lui permettait, pour éviter un tutoiement dangereux, d'avoir recours au vous, trop cérémonieux, en russe. T'excuser, quand ta visite me rend si heureuse. Mais vous êtes malade ou vous avez du chagrin, poursuivit-il en se penchant vers elle sans lâcher sa main. À quoi songiez-vous ? Toujours à la même chose, répondit-elle en souriant. Elle disait vrai. À quelque heure du jour qu'on l'eût interrogée, elle aurait fait à bon droit la même réponse, car elle ne songeait qu'à son bonheur et à son infortune. Au moment où il l'avait surprise, elle se demandait pourquoi d'aucuns, Betsy par exemple, dont elle connaissait la liaison si bien dissimulée avec Tchoukevitch, prenait si légèrement ce qui la faisait tant souffrir. Pour de certaines raisons, cette pensée l'avait particulièrement tourmentée ce jour-là. Elle parla des courses. Voulant la distraire du trouble dans lequel il la voyait, il lui raconta de son ton le plus naturel les préparatifs qui se faisaient. « Faut-il lui dire ?» songeait-elle en regardant ses yeux limpides et caressants. « Il a l'air si heureux. Il s'amuse tant de cette course qu'il ne comprendra peut-être pas l'importance de ce qui nous arrive. » Mais brusquement, il s'interrompit. « Vous ne m'avez toujours pas dit à quoi vous songiez quand je suis arrivée. Dites-le-moi, je vous en supplie. » Elle ne répondait toujours point. La tête penchée, elle levait à demi les yeux vers lui. À travers les longs cils, son regard brillait, plein d'interrogations. Sa main jouait nerveusement avec une feuille arrachée à quelques plantes. Le visage de Vronsky prit aussitôt l'expression de dévouement absolu à quoi elle ne savait point résister. « Je vois qu'il est arrivé quelque chose. Puis-je être tranquille un instant quand je vous sais un chagrin que je ne partage pas ? Parlez au nom du ciel, supplia-t-il. Non. S'il ne sent pas toute l'importance de ce que j'ai à lui dire, je ne lui pardonnerai pas. Mieux vaut se taire que de le mettre à l'épreuve, songeait-elle, le regard toujours fixé sur lui et la main de plus en plus tremblante. Au nom du ciel, répéta-t-il. Faut-il le dire ? Oui, oui. Je suis enceinte, murmura-t-elle lentement. Je suis enceinte. La feuille qu'elle tenait entre ses doigts tressaillit encore davantage, mais elle ne le quitta point des yeux, cherchant à lire sur son visage comment il prendrait cet aveu. Il pâlit, voulut parler, mais s'arrêta, baissa la tête et laissa tomber la main qu'il tenait entre les siennes. « Oui, se dit-elle, il sent toute la portée de cet événement. » Elle l'en remercia d'un serrement de main. Mais elle se trompait en croyant qu'il donnait à la chose l'importance qu'elle y attachait en tant que femme. Cette nouvelle avait d'abord fait naître en lui un accès de dégoût plus violent que jamais. Mais il comprit aussitôt que la crise qu'il souhaitait était arrivée. On ne pouvait plus rien cacher au mari et il fallait sortir au plus tôt, à n'importe quel prix, de cette situation odieuse. Au reste, le trouble d'Anna se communiquait à lui. Il la regarda de ses yeux tendrement soumis, lui baisa la main, se leva et se mit à marcher de long en large sur la terrasse sans proférer une parole. Au bout de quelque temps, il revint à elle et lui dit d'un ton résolu. « Ni vous ni moi n'avons considéré notre liaison comme une bagatelle sans importance. Voici notre sort fixé. Il faut à tout prix mettre fin au... » Il jeta autour de lui un regard circonspect. « Au mensonge dans lequel nous vivons. »« Mais comment y mettre fin, Alexis ?» dit-elle doucement. Elle était calme maintenant et lui souriait avec tendresse.
Il faut quitter votre mari et unir nos existences. Elles le sont déjà, murmura-t-elle. Pas tout à fait. Mais comment faire, Alexis? Enseigne-le-moi, dit-elle en songeant avec amertume à ce que sa situation avait d'inextricable. Y a-t-il donc quelque issue? Ne suis-je pas la femme de mon mari? Il y a une issue à toutes les situations. Il s'agit seulement de prendre un parti. Tout est préférable à la vie que tu mènes. Crois-tu donc que je ne vois pas combien tout est tourment pour toi? Le monde, ton fils, ton mari? Pas mon mari, dit-elle avec un franc sourire. Je ne pense pas à lui. J'ignore son existence. Tu n'es pas sincère, je te connais. Tu te tourmentes aussi à cause de lui. Mais il ne sait rien, dit-elle. Et soudain son visage se couvrit d'une vive rougeur, les joues, le front, le cou, tout rougit, et des larmes de honte lui vinrent aux yeux. Ne parlons plus de lui. Chapitre 23. Plusieurs fois Vronsky avait déjà essayé, bien que plus mollement, de lui faire comprendre sa position, et toujours il s'était heurté à des arguments aussi futiles. Il devait y avoir dans ce sujet des points qu'elle ne voulait ou ne pouvait approfondir, car dès qu'il l'abordait, la véritable Anna disparaissait pour faire place à une femme étrangère qui tenait tête à Vronsky et que lui redoutait et haïssait presque. Cette fois, il résolut de s'expliquer à fond. Qu'il sache ou non, peu nous importe, dit-il de son ton ferme et calme. Vous ne pouvez rester dans cette situation, surtout à présent. Que devrais-je faire, selon vous? Demanda-t-elle, toujours avec le même accent légèrement agressif. Que devrais-je faire, selon vous? Demanda-t-elle, toujours avec le même accent légèrement agressif. Elle, qui tantôt craignait de lui voir accueillir avec légèreté l'annonce de sa grossesse, regrettait maintenant qu'il en déduisit la nécessité d'une résolution énergique. Tout avouer et le quitter. Fort bien, mais supposons que je le fasse. Savez-vous ce qui en résultera? Je vais vous le dire. Un éclair méchant jaillit de ses yeux tout à l'heure si tendres. Ah, vous en aimez un autre. Vous avez avec lui une liaison criminelle, reprit-elle en singeant Alexis Alexandrovitch et en appuyant comme lui sur le mot criminel. Je vous avais prévenu des suites que cette conduite comporte au point de vue de la religion, de la société, de la famille. Vous ne m'avez pas écouté. Je ne puis maintenant livrer à la honte mon nom et... Elle allait dire « mon fils », mais elle s'arrêta. Car cet enfant ne pouvait être pour elle matière à raillerie. Et quelque chose de ce genre, ajouta-t-elle. Bref, il me notifiera de son ton officiel net et précis qu'il ne peut me rendre la liberté, mais qu'il prendra des mesures pour arrêter le scandale. Et ces mesures, il les prendra pour de bon et le plus tranquillement du monde. Croyez-moi. Ce n'est pas un homme, mais une machine, et quand il se fâche, une très méchante machine, ajouta-t-elle en se rappelant les moindres tics, les moindres tares physiques d'Alexis Alexandrovitch pour y trouver une compensation à l'horrible faute dont elle s'était rendue coupable envers lui. Cependant, Anna dit Vronsky avec douceur, dans l'espoir de la convaincre et de la calmer. Il faut tout lui dire, et nous agirons ensuite selon ce qu'il fera. Alors je devrais m'enfuir? Pourquoi pas? Cette vie ne peut continuer. Je ne songe pas à moi, mais à vous qui souffrez. M'enfuir et devenir ostensiblement votre maîtresse, n'est-ce pas? Lui jeta-t-elle avec dépit. Anna, s'écria-t-il froissé. Oui, votre maîtresse, et perdre tout. Elle voulait une fois de plus dire mon fils, mais ne put prononcer ce mot. Vronsky se refusait à admettre que cette forte et loyale nature acceptât, sans chercher à en sortir, la situation fausse où elle se trouvait. Il ne devinait point que l'obstacle était précisément ce mot, fils, qu'elle ne pouvait se résoudre à articuler. Quand Anna songeait à cet enfant, au sentiment qu'il nourrirait à son égard, si elle abandonnait son mari, l'horreur de sa faute lui apparaissait si manifeste qu'elle n'était plus en état de raisonner. En véritable femme, elle tâchait par des arguments spécieux de se convaincre que tout pourrait encore demeurer comme par le passé. Il lui fallait à tout prix s'étourdir, oublier cette angoissante question. Que deviendra l'enfant? Je t'en supplie, reprit-elle soudain sur un ton tout différent, d'une voix pénétrée de tendresse et de sincérité. Je t'en supplie, ne me parle plus jamais de cela. Elle lui prit tendrement la main. Mais Anna, jamais. Jamais. Laisse-moi rester juge de la situation.
J'en comprends la bassesse et l'horreur, mais il n'est pas aussi facile que tu le crois d'y rien changer, de prendre une décision. Laisse-moi libre d'agir à mon heure et ne me parle plus jamais de cela. Tu me le promets ? Je promets tout ce que tu voudras. Comment veux-tu cependant que je sois tranquille, surtout après ce que tu viens de me dire ? Puis-je rester calme quand tu l'es si peu ? Moi ? Il est vrai que je me tourmente parfois, mais cela passera si tu ne me parles plus de rien. C'est seulement quand tu m'en parles que tout cela m'inquiète. Je ne comprends pas, voulut-il dire. Je sais, l'interrompit-elle, combien ta nature loyale répugne au mensonge. Bien souvent je te prends en pitié, je me dis que tu as sacrifié ta vie pour moi. Et moi je me demandais tout à l'heure comment tu avais pu t'immoler pour moi. Je ne me pardonne pas d'avoir fait ton malheur. Mon malheur, dit-elle en se rapprochant de lui et en le regardant avec un sourire d'adoration. Mais je suis semblable à un pauvre affamé auquel on aurait permis d'apaiser sa fringale. Il a peut-être froid et honte de ses guenilles, mais il n'est pas malheureux. Moi, malheureuse ? Non, voilà mon bonheur. La voix de l'enfant qui rentrait se fit entendre. Elle se leva vivement et jeta autour d'elle un de ces regards enflammés que connaissait si bien Vronsky. Puis, d'un geste impétueux, elle le prit par la tête, le regarda longuement, approcha son visage du sien, posa sur les lèvres et les yeux du jeune homme un rapide baiser. Elle voulut alors le repousser et le quitter, mais il l'arrêta. « Quand » murmura-t-il en la regardant avec transport. « Ce soir, vers 1 heure, répondit-elle dans un soupir. Et s'échappant, elle courut de son pas léger au-devant de son fils. La pluie avait surpris Serge et sa bonne dans le grand parc. Il s'était réfugié dans un pavillon. « Eh bien, au revoir, dit-elle à Vronsky. Il est bientôt temps de partir pour les courses. Betty a promis de venir me chercher. » Vronsky consulta sa montre et partit en toute hâte. Et je crois que je m'étais arrêtée là. Je crois que c'est la fin. Je crois. Voilà. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre écoute. Est-ce que je tente la chanson ? Je vais tenter. Si c'est vraiment trop mauvais, j'arrête. J'ai besoin des paroles, par contre, car je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Elle est assez récente, cette chanson. Mais elle est toute douce. Et j'aime bien la douceur. Voilà. C'est vraiment doux. Je suis pas sûre pour l'air. Apprends-moi à danser, je sais pas comment faire. On m'a jamais montré ce qu'il fallait pour plaire. Je suis là sur la piste, je t'attends, j'ai l'air triste. Dans mon costume trop grand, au beau milieu des gens. Apprends. Ça y est, je l'ai perdu, parce que je me suis trompée juste avant. Pourquoi je suis stressée à chaque fois ? Ça, c'est une vraie question. Il n'y a pas de raison. Apprends-moi à danser, je sais pas comment faire. On m'a jamais montré ce qu'il fallait pour plaire. Je suis là sur la piste, je t'attends, j'ai l'air triste. Dans mon costume trop grand, au beau milieu des gens. Apprends-moi à danser. Tu sais, moi les filles, c'est pas que ça me terrifie, non.
mais j'ai jamais osé m'aventurer très loin. J'ai trop peur du chagrin, de leur sourire en coin, qui fait trembler le mien. Apprends-moi à danser quelques pas de côté, dans la cage d'escalier entre deux portes battantes, dans des draps qui se plient, dans la rue qui s'enfuit, dans un cœur qui t'adore sous une pluie battante. Apprends-moi à danser. Je sais bien que je suis maladroit, mais si quelqu'un un jour s'égarait dans mes bras, je le jure devant Dieu que je ferai tout ce qu'il faut pour que les valses aient un peu des allures de tango, qu'elle ne manque de rien, ni passion ni tendresse, si quelqu'un m'aimait bien, le temps d'une caresse, qu'elle ne manque de rien, ni tendresse ni passion, si quelqu'un m'aimait bien, le temps d'une chanson. Apprends-moi à danser quelques pas de côté, dans la cage d'escalier entre deux portes battantes, dans des draps qui se plient, dans la rue qui s'enfuit, dans un cœur qui t'adore sous une pluie battante. Il faut que je la réécoute encore, hein. Je n'ai pas entendu souvent. Donc j'ai des petites... au niveau de ces ruptures, j'ai des petits couacs, on va dire, à chaque début et à chaque fin, surtout. Au milieu aussi. Bref, j'ai des couacs et des quicks. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Voilà, faites bien attention à vous. Merci. Je ne sais pas comment on prononce son nom non plus. Mais ce jeune garçon est bien sympathique, je trouve. En tout cas, je le trouve tendre. C'est assez... Ouais, c'est assez rare. Des personnes douces et tendres comme ça. Enfin, je considère que c'est assez rare. Voilà, je vous remercie beaucoup. Oula, mon ventre crie famine. et je vous dis à très bientôt. Je l'ai déjà dit. Voilà. Merci encore.